Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau live et il s'en passe des choses. Il est en train de s'en passer des choses. Il se passe beaucoup de choses, alors certes, la Formule Régionale Océanie c'est terminé, on va un petit peu débriefer ce championnat qui a vu Ugo Ugochukwu être sacré champion devant Freddy Slater. Certes, la Formule Régionale Moyen-Orient continue, tout comme l'UAE4 avec Andy Consani qui a fait un très beau triple podium, on aura l'occasion d'en reparler. C'est très bien tout ça. Mais dans une semaine, même jour pour jour, c'est les essais de pré-saison de Formule 3. Vous allez me dire, Percy, on s'en fout un petit peu. Enfin, c'est des essais collectifs, c'est très bien, il y aura 30 pilotes et tout, il n'y a pas grand chose à surveiller. Il est en train de se passer des choses. Et il est en train de se passer des choses avec une grille, normalement, qui a été figée, qui a été sécurisée, qui a été officialisée. Les 30 pilotes sur 30 ont été officialisés, alors que je salue tout le monde, tous ceux qui sont déjà là présents dans le chat, Vettel Spin, FCB Noah 7, Francis Fromage, Alex Eddy, Guillaume 88, 16, YT Val Games, Natoun 28, Mister Anchovy qui vient de follow, merci, première fois dans le chat en plus, écoute, mets-toi à ton aise, mettez-vous à votre aise, je ne sais pas en fait votre âge. Donc, la grille de F3 était officialisée, le dernier baquet a été officialisé je crois vendredi, si je dis pas de bêtises, avec Gérard Chier chez Tams. Et qu'est-ce qu'on apprend depuis quelques jours? On devrait avoir un très gros changement qui impliquerait notamment un pilote français. Tout cela n'a pas encore été officialisé, donc à chaque fois on va prendre des pincettes, pour certaines, voire même des très grosses pinces, mais voilà, il va y avoir un changement de pilote, un changement d'équipe qui va faire forcément un déçu, qui va faire aussi un heureux, puisque ça veut dire qu'il y a un nouveau pilote qui va arriver sur la grille. Bref, j'ai préparé ce petit PowerPoint. Vous le voyez, ce pilote en question, c'est Enzo Dellini. La chose n'a pas encore été officialisée, mais vous voyez ces belles couleurs Prema sur les épaules d'Enzo Dellini. On ne devrait pas les voir beaucoup plus longtemps. Mais voilà, évidemment, on va pas que parler de l'actualité de la semaine, puisqu'il y a aussi bien d'autres choses en plus de la Formule 3. Il y a aussi voilà, de la Formule E, de la F4, de la Formule 1, avec notamment un nouveau pilote de développement chez Mercedes qui est déjà un pilote de Formule 2, un certain Joshua Dirksen qui a été annoncé chez Mercedes, c'est assez inattendu. Bref, on va commencer sans plus tarder avec de toute façon voilà, l'actualité, la plus grosse actualité possible, en tout cas dans les formules de promotion. Dellini va-t-il quitter Prema en F3? Bon, on ne peut pas répondre oui à 100% parce que ça n'a pas encore été officialisé, mais globalement c'est la seule chose qui manque. Enzo Dellini devrait être très probablement transféré chez Van Amersfoort Racing. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le pilote qui a été troisième de Freka, qui a fait tous les essais d'après-saison avec Prema, qui a été officialisé somme toute assez tôt, en octobre-novembre si je ne dis pas de bêtises, aux côtés de Louis Sharp et de James Wharton. Pourquoi Enzo Dellini quitte le navire? Eh bien tout simplement, je vais vous faire une allégorie assez simple, le navire c'est le Titanic, voyez-vous. On en a parlé sur les lives précédents, mais les rats quittent le navire. On a la famille Rossine, fondatrice de Prema, qui a quitté l'équipe début janvier. Départ qui a été suivi par celui peut-être encore plus important au plan sportif, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, la famille Rossine, c'était peut-être un peu plus symbolique, même s'ils s'occupaient de tout au final. C'était les boss, ils s'occupaient aussi de la communication, etc., de plein de choses. Mais là, on a eu le départ de Guillaume Capietto fin janvier. Et ça posait un petit peu souci, notamment pour Enzo Dellini, qui avait quand même rejoint Prema en grande partie grâce à Guillaume Capietto. Guillaume Capietto, c'est le père de Massimo Capietto pour ceux qui se demandent, mais c'est surtout le directeur technique de Prema depuis une dizaine d'années, qui a vécu des très grandes heures de Prema en F3, en F2, et qui a fait son retour dans l'équipe F3 en 2025 au cours de la saison. La première moitié de saison avait été très compliquée pour Prema, et dès le retour de Guillaume Capietto, bizarrement, on avait un retour aux avant-postes de Prema. Alors ça s'est pas forcément concrétisé dans les classements, mais c'est
pas mal d'erreurs de pilotage, on va dire, mais il y a quand même eu une petite remontée dans le classement de Prema. Donc voilà, tout semblait aller bien, et très honnêtement, j'étais vraiment vraiment hype par ce choix d'Enzo Daini d'aller chez Prema, équipe mythique, l'équipe la plus mythique des formules de promotion. Désolé ART, désolé voilà, Van Amersfoort Racing ou que sais-je, c'est l'équipe la plus mythique des formules de promotion, qui est dans le dur, mais voilà, c'était un pari qui se tentait. Prema avait fait 7ème du championnat équipe, je crois. Il y avait quelque chose de sympa à faire, de ramener Prema sur le devant de la scène. Et visiblement, voilà, sans Rossine, sans Capietto, bah voilà, Enzo n'avait peut-être pas vraiment signé pour ça de base. Et donc, il a trouvé une opportunité chez Van Amersfoort Racing. Enzo Dellini a toujours eu de très bons contacts avec Van Amersfoort Racing, même s'il n'a jamais roulé chez eux, mais c'est pas passé loin déjà à plusieurs occasions, à l'époque de la F4, à l'époque de la Freca. A priori, toujours sous réserve d'officialisation, il devrait rejoindre Van Amersfoort Racing. Maintenant, la question que tout le monde se pose sur le Twitter français et le Twitter international, du coup, il remplace qui? Qui va qui va sauter en fait à la place d'Enzo Dellini? Et donc, c'est là que les sources diffèrent. Parce que moi, de mon côté, j'avais entendu José Carrasquedo, euh, José Carrasquedo, pilote mexicain extrêmement, extrêmement fortuné, qui est le plus fortuné des pilotes annoncés. Pour refaire un petit peu le point, chez Van Amersfoort, comme pilote annoncé, on avait José Carrasquedo, pilote mexicain peu talentueux, on va pas se le cacher, mais très fortuné. On avait Yu Yamakoshi, qui avait bien débuté en Freca, mais qui a été un peu plus dans le dur, qui est le moins fortuné des trois pilotes, mais qui est peut-être le plus talentueux, en tout cas à mon sens, au vu de ce qu'il a pu montrer en F4 italienne par le passé, etc. Et on avait Bruno Delpino, pilote redoublant, qui avait fait qui n'était pas du tout attendu chez MP Motorsport en F3 l'an passé, et qui avait plusieurs fois battu Alessandro Giusti en qualification, qui a, je crois, fait un ou deux podiums, mais en tout cas, enfin voilà, qui avait pas fait une saison dégueu, et donc le voir redoubler, bah ça paraissait assez logique. Et donc, il y a l'un de ces trois pilotes qui va sauter. Moi, je dis, de ce que j'ai entendu Carrasquedo. D'autres personnes sur Twitter disent plutôt Yamakoshi. Pour moi, je suis d'accord, Yamakoshi, c'est celui qui est plus logique, parce que normalement, c'est celui qui amène le moins d'argent. Mais Carrasquedo, certes, il amène beaucoup d'argent, mais il a beaucoup de bruit autour de lui qui fait que on ne sait pas à quel point c'est lui qui est vraiment. Est-ce que c'est lui qui est vraiment passionné par la course, ou est-ce que c'est plus son papa qui envoie plein d'argent pour faire décoller coûte que coûte la carrière de son fils, pour vivre un petit peu son rêve par procuration? C'est un petit peu des rumeurs qu'on a dans le paddock. C'est aussi un pilote qui avait manqué quelques courses, manqué quelques parties de saison, notamment par le passé en F4. Voilà, pour des problème de santé officiellement, mais enfin voilà, toujours, ça a toujours été quelque chose d'assez flou, José Carrasquedo. Donc voilà, et dans le même temps, José Carrasquedo, il était occupé le week-end dernier, il était à Dubaï pour la Formule Régionale Moyen-Orient, ça a été une catastrophe, hein, on ne l'a pas vu du week-end. Enfin, il n'a pas marqué un seul point avec une MP Motorsport, alors que Abkazava gagnait des courses, on y reviendra sur la Formule Régionale Moyen-Orient. Du coup, voilà. Et dans le même temps, il y a Yu Yamakoshi qui dément, enfin qui dément qu'il partira, puisqu'il a dit, enfin sur Twitter en tout cas dans sa bio, il dit que il sera là euh, dans une semaine aux essais de pré-saison de F3. Euh, voilà, c'est le flou, c'est le flou. Italia Racing, média très très sérieux, a au début dit Carrasquedo. Là aujourd'hui, ils disent ah bah c'est peut-être Yamakoshi finalement. Mais bref, ça a l'air d'être un grand flou. Je suis d'accord avec Natoon28. Je pense que maintenant on peut peut-être dire Delpino. Il est peut-être pas au courant Yamakoshi. Peut-être, peut-être, Euh, peut-être. En tout cas, moi, l'information que j'avais, c'est qu'il avait été au simulateur toute la semaine. C'est qu'il avait été au simulateur de Van Amersfoort Racing toute la semaine. Tout comme Delpino, tout comme un certain pilote français. Donc, donc voilà. Mais enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. Les formules de promotion ont toujours ce don de nous surprendre. Surtout malheureusement, bah, enfin voilà, malheureusement l'élément clé dans tout ça, c'est
les ennuis financiers de Préma, l'incertitude financière euh, liée à tous les problèmes financiers voilà, de Deborah Mayer notamment, la big boss, la propriétaire de Préma. Et de tout ça découle, enfin ça fait un effet papillon cataclysmique qui fait que voilà, Enzo Dellini devrait aller normalement chez Van Amersfoort Racing, à la place de qui, je ne sais pas. Moi je dis Carrasquedo, peut-être que j'ai tort, on verra bien. Mais voilà, la chose qui paraît le plus certaine en tout cas, c'est que notre Française sera chez Van Amersfoort Racing. Pour être honnête, je préfère le voir là-bas que dans un bateau Préma qui prend l'eau de toutes parts. Et, euh, et voilà, en plus, l'an dernier, on a vu que Van Amersfoort Racing avait les armes pour faire de belles choses. On l'a vu avec Théophile Naël l'an passé, qui a fait quand même 8ème avec 3 podiums en course principale. Euh, donc voilà. Il y a aussi d'autres choses. J'en ai pas parlé sur Twitter parce que je tente de changer un petit peu la direction de mon compte Twitter qui prend une tournure que j'aime pas trop. Donc j'en ai pas parlé sur mon compte Twitter, mais je l'ai relayé, comme vous pourrez le voir, enfin, sur mon compte Twitter. Euh, Enzo Dellini serait aussi en discussion avancée avec Alpine, avec l'Académie Alpine. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas si ça a été confirmé. On ne sait pas encore s'il portera les couleurs de l'Alpine Academy en 2026, mais il y a eu des discussions. Mais voilà, notamment le premier compte Twitter qu'on a parlé, c'est Alpine Club espagnol, qui est en fait un compte français. Je l'ai appris quand il est venu dans mes DM pour savoir si j'en savais plus sur un potentiel Enzo Deni chez Alpine. Donc voilà, c'est une possibilité. On pourrait avoir un nouveau français dans l'Alpine Academy. Évidemment, vous savez bien tout ce que je peux penser de l'Alpine Academy. Donc voilà, si Enzo Dellini va vraiment dans l'Alpine Academy, c'est qui l'expulsé Chevard moi je dis Carrasquedo, d'autres disent Yamakoshi, on ne sait pas. Voilà, globalement. Euh, vous savez ce que je pense de l'Académie Alpine, je pense qu'on a pas mal souffert ces dernières années avec eux, avec notamment Victor Martins et Adrien David, qui ont été jetés plusieurs fois sans ménagement. Euh, voilà, j'ose imaginer, pour être très honnête, que si Enzo Dellini et son management, c'est quand même un management qui ne sort pas de nulle part non plus, euh, sont allés chez l'Académie Alpine, c'est pour un projet concret, c'est pour faire quelque chose derrière. Euh, donc, euh, donc voilà, ça reprend un peu ce que disait un autre compte aussi sur Twitter normalement, l'Alpine Academy devrait recruter aussi Alex Dunn. Ça n'a pas été encore confirmé, mais c'est aussi dans les tuyaux. Maintenant, on le sait, les rumeurs, c'est bien beau, mais encore faut-il qu'elles soient officialisées. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Si toutes les rumeurs étaient vraies, eh bien on aurait Alex Dunn chez Red Bull à l'heure actuelle. On aurait beaucoup de choses. Donc voilà, les rumeurs, elles sont peut-être quasiment vraies ou quasiment faites à un instant T, mais peut-être que dans 2 semaines, ce sera complètement faux. Voilà, c'est quelque chose que je développerai un petit peu sur un petit thread Twitter, mais voilà, tout ce qui est question rumeurs, j'adore en parler sur Twitch, c'est toujours très intéressant, mais sur Twitter, je vais peut-être lever le pied à ce niveau-là. Voilà. Donc on ne lui souhaite pas, moi je sais pas, je lui souhaite d'être dans une académie, je lui souhaite d'être dans une académie qui lui donne sa chance en cas de bonne performance, qui lui donne sa chance pour tester en F1, pour rouler en F1, pour rouler en Grand Prix de F1. Sur le papier, ça peut être pas mal, hein, Enzo Dellini chez Alpine, en oubliant tous les antécédents de l'académie Alpine, sur le papier ça peut être pas mal, mais bon, voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Voilà, en plus, sans Twitter Blue, tu le fais pour la passion. Bah oui, oui, en plus, voilà, je le fais pour la passion, exactement. Donc voilà, beaucoup d'interrogations et beaucoup d'officialisation qu'on attend au final. Voilà, pour le moment, Enzo Dellini est toujours un pilote Prema. Pour le moment, Enzo Dellini est toujours un pilote non affilié à aucune académie. Mais voilà, on a bon espoir que ça change. Et la question, c'est qui. Enfin, du coup, si Enzo Dellini part vraiment chez Van Amersfoort Racing, imagine being Alpine and searching to pick Dell'Ini instead of think what to do with your drivers. Accident can even have a contract with Alpine, but c'est still pas. Comme d'habitude, en fait, Alpine adore faire table rase du passé.
hein. Ils adorent tout restructurer, ils adorent faire plein de changements, que ça soit pour les pilotes, que ça soit les têtes pensantes, ils adorent restructurer, ils adorent tout changer, donc voilà. Après, ça presse pas en termes de budget, là on n'a pas du tout besoin. Enzo Deligny, il n'est pas le pilote français le plus à plaindre en termes de budget, mais donc voilà, il peut financer une saison de F3. La F2, ça va se compliquer, hein. Enfin, oui, voilà, voilà, il a pas non plus, c'est pas un pilote payant, quoi. Euh, Maintenant, c'est vrai que par rapport à un Gilbert ou par rapport à, je sais pas, Adrien David, etc., il n'est pas le plus à plaindre, mais bon, voilà. Donc la question, maintenant, si Enzo Dini va chez Van Amersfoort, ça laisse une place chez Prema. Ha! Une place chez Prema. Donc il faudrait un pilote payant. Forcément, Prema va essayer d'avoir un pilote payant qui apporte beaucoup de liquidité rapidement, qui est libre sur le marché, qui n'a pas encore signé de contrat ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas non plus payer pour casser un contrat ailleurs. Bon, pour le moment, vu que tout est très hypothétique, voilà, je n'ai entendu qu'un seul nom de candidat pour l'instant chez Prema. Et comme vous pouvez le voir sur le diapo depuis le début, ce nom c'est Nicolas Marinangeli. Voilà. Speak English, please. I'm French. I'm French. Oui, oui, baguette. Donc, voilà. A priori, ce serait Nicolas Marinangeli est favori. Maintenant, je sais pas, ça paraît tellement déconnecté de toute réalité. Ça paraît, ouais, je sais pas, ça paraît complètement débile. Mais en soi, voilà, Prema, c'est une équipe qui a besoin d'argent. S'il y a un pilote qui amène de l'argent, un pilote qui a de l'expérience, l'air de rien, puisqu'il a quand même une année de F3 dans les pattes. Mais je sais pas, ça paraît. Il va rembourser toutes les dettes de Prema. Bah, c'est peut-être ça le deal. Peut-être que c'est lui qui rachète l'équipe, j'en sais rien. Je sais pas à quel point il est fortuné ou pas. Mais ouais, italien. Alors je pense que ça, c'est un peu le cadet des soucis de Prema d'embaucher un pilote italien. Non, non, mais en fait, le truc est tellement gros, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire moi-même. Mais c'est le seul truc que j'ai entendu. Maintenant, voilà. Est-ce que peut-être ça peut être peut-être un Carrasquillo, justement. Parce que Yamakoshi, par exemple, je ne le vois pas aller chez Prema, parce que Yamakoshi, c'est pas un pilote qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Carrasquillo, à la rigueur, si. Mais dans ce cas, pourquoi Carrasquillo serait parti de chez Van Amersfoort? Voilà, il y a beaucoup de questions, quelques réponses, mais beaucoup de questions quand même. Qui se rappelle de Shane Gelael chez Prema? Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est pas la première fois qu'on a des pilotes payants chez Prema. Mais là, enfin, Sean Gelael, enfin, Nicolas Marinangeli, c'est quand même un niveau cataclysmique que même Sean Gelael n'avait pas. Enfin, je trouve. Je trouve. Donc voilà, écoutez, on verra bien. De toute façon, on sera fixé très rapidement puisque les essais de pré-saison de Formule 3 sont dans une semaine jour pour jour. Donc dans une semaine, peut-être qu'on aura vu des nouvelles photos de Enzo Deini avec une combinaison Van Amersfoort Racing. Peut-être qu'on verra Marine Angeli dans une Prema. Je sais pas, ça paraît complètement dingue. Gueulel scorait des points au podium. Bah oui, il a même peut-être fait des podiums en F2, hein, je crois, sur des grilles inversées peut-être, mais s'ils le prennent, pourquoi ils vont passer? Ouais, c'est ça. Enfin, je me dis, purée, c'est quoi le message que t'envoies à tes créanciers, à tes investisseurs? C'est pour ça, je vois pas comment c'est possible que ça arrive, Marine Angeli. Donc bon, voilà. Au moins, si c'est pas le cas, au moins, bah, on se sera bien marré pendant quelques minutes, voilà, sur ce live. Et si ça arrive, purée, est, est perdu. Enfin, je sais pas, c'est déprimant. C'est déprimant. Euh, alors, on va passer sur la diapo d'après, puisque voilà, c'est évidemment le sujet principal dans les formules de promotion, mais là encore, voilà, on va devoir attendre les. Gelael, il a gagné deux feature race, deux courses principales. Sérieux? Après, ouais, mais à quelle année d'expérience? Mais oui, enfin, purée, deux victoires. Ah, de podium, d'accord. Oui, oui, de podium, ok. Ouais, ok, P2, ok.
Bon, très bien. Allez, on va passer à la suite, puisqu'il y a un petit peu d'autres choses aussi dans l'actualité. Marine Angeli chez Prema vous a surpris. Est-ce que vous vous attendiez à Joshua Dirksen chez Mercedes F1? Ce n'est pas une blague là non plus, et ça vient de nulle part, mais très honnêtement, évidemment, Joshua Dirksen n'est pas du tout dans la même catégorie que Marine Angeli. Évidemment, Joshua Dirksen. Donc voilà, il a été annoncé pas en tant que membre de l'académie Mercedes. Attention, pour le moment, dans l'académie Mercedes, il n'y a que Rachid Aldaeri, Ethan Jeffo, Andy Consani, Kenzo Kregi, etc. Euh, non, puisque Noah Stromsted n'a pas été renouvelé. Et là, Joshua Dirksen a été annoncé chez Mercedes en tant que pilote de développement F1. Au final, il va avoir le même rôle que Dorian Pain, qui a été annoncé la semaine dernière en tant que pilote de développement, voire même peut-être il y a 2 semaines, en tant que pilote de développement. Donc ça va être un rôle de l'ombre, hein, un rôle de simulateur, comme Victor Martins chez Williams. Mais du coup, on va avoir 3 pilotes de développement chez Mercedes F1. Dorian Pain, Joshua Durksen et Anthony Davidson. Anthony Davidson. Enfin, je me souvenais qu'il était pilote de développement, mais purée, c'est incroyable qu'il soit toujours là. Et je crois qu'il a 46 ans, 47 ans, ancien pilote de F1 des années 2000. Voilà, il est toujours là. Et du coup, Durksen, Pain et Davidson vont avoir le même rôle, pilote de développement. Alors, Joshua Durksen, évidemment, enfin, évidemment non, c'est pas évident, mais en plus de ça, il va avoir quelques tests en F1 avec des F1 des années précédentes pour son roulage. Donc voilà, des TPC, des Tests with Previous Car. Euh, alors, merci Mechachrome, je vois des merci Mechachrome dans le chat. Alors, Mercedes le fait juste pour obtenir un peu d'argent du Paraguay et faire un showrun à Asunción. Peut-être. Maintenant, alors même si voilà, on n'a pas arrêté de parler des moteurs Mechachrome, de la F2 de ces dernières années, etc., il faut quand même mettre un petit peu de respect aussi sur le nom de Dirksen. J'ai eu l'occasion de le faire sur des lives précédents, mais le gars, il a, il a toujours été dans des équipes de seconde zone, voire même de troisième zone, hein, quand je repense à où il était en F4 ou en Freca. Et il a parfois fait des très belles performances. Je repense à la Freca, à Zandvoort, pendant que Antonelli explosait tout le monde et s'imposer avec 15 secondes d'avance. Lui, il avait fait de très très belles choses aussi avec sa toute petite Ardenne. Dirksen, c'est un pilote qui surprend. C'est un pilote qui surprend maintenant. Évidemment, sur ces 2 dernières années de F2, il a été bien aidé par un moteur, par un moteur visiblement survitaminé, on va dire. Et là, on va avoir le vrai révélateur au final. Voilà, je ne le classe pas, vous faites pas des idées, je ne le classe pas parmi les très très hauts pilotes de F1, mais enfin, les meilleurs pilotes de F2. Mais pour moi, c'est un pilote qui a un vrai coup de volant. Maintenant, voilà, là, il va être chez Invicta en Formule 2, associé à un rookie, alors que lui en est à sa 3e année. Il va être associé à Raphaël Camara. Je pense très honnêtement, malgré le fait que je défende Durksen, je pense que Camara va l'atomiser. Donc, malgré le fait qu'il soit rookie, malgré le fait de tout ça, voilà. Donc, je suis content pour Durksen, qui vient de loin, qui revient de loin, et c'est quand même assez dingue quand on repense à là où il était il y a 2 ans. Déjà, le gars, il a passé de Freca à F2 directement, et ça s'est bien passé, il a vraiment bien performé. Il y a le moteur, etc. Mais ça n'enlève pas tout. Et on l'a vu sur des courses où le moteur n'est pas spécialement prépondérant, qu'il arrive à se défendre aussi. Donc je pense pas qu'il sera ridicule face à Camara, etc. Et je pense qu'il va pouvoir jouer peut-être les victoires, etc. ou des podiums. Peut-être qu'il fera une saison comme Stanek l'an dernier en F2, qui était avec, c'est un peu le même type en fait, un pilote dans sa 3e année, qui a passé 2 saisons dans une équipe de fond de grille. Et qui passe dans la meilleure équipe, qui est associé avec un coéquipier rookie favori. Et voilà, donc je pense pas qu'il va être ridicule. Et je suis content pour lui qu'il ait ce rôle. Maintenant, voilà, on a un line-up Durksen, Pain, Davidson. Voilà. Que fait Zagazeta cette année? C'est une bonne question, je sais pas. J'aurais dit. Attends, je sais pas. Puisque c'est vrai que quand on avait fait nos prédictions et tout pendant l'été, hein,
Non, il dit rien. Il dit rien. Il tease 2000, enfin, sur sa bio Insta, il tease 2026 sablier 3 petits points. See you at a racetrack very soon. Il a dit qu'il quittait la F3. Euh, voilà, voilà. Il a fait les rookie tests du WEC en GT, mais rien depuis. Ok. Et sur sa story Insta, il souhaite bon anniversaire à sa sœur. Et ben, si elle passe sur le live, bon anniversaire à la petite sœur de Mathias Sagazeta. Euh, donc on verra, je ne sais pas. Bref, on passe à l'actualité suivante. On va passer un petit peu plus rapidement sur les autres actualités. Il y a pas mal de choses un petit peu à droite, à gauche. Bon anniversaire évidemment. Bah oui, bon anniversaire à la petite sœur de Mathias Sagazeta, hein. Évidemment, je suis sûr qu'elle nous regarde depuis le Pérou. Oui, le Pérou. Le Pérou, j'étais encore sur Dioxène avec le Paraguay. L'actualité de la semaine, évidemment, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Moi, j'en ai pas parlé sur Twitter ou sur Blue Sky, mais je l'ai quand même regardé, la FP0, la séance d'essai libre réservée aux pilotes rookies en Formule E sur le circuit de Miami, le même circuit qu'en Formule 1, enfin un circuit un petit peu raccourci, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, un circuit raccourci même, vu les chronos que faisaient les Formule E. Théo Pourchaire qui a fait une bonne séance, qui a mené toute la séance avant de finir finalement deuxième. A priori, il avait testé des réglages un petit peu différents sur son dernier tour, ça n'a pas forcément marché, mais en tout cas voilà. Théo Pourchaire, il a l'air très à l'aise dans la Formule E, c'est pas la première fois qu'on le dit. Il continue le développement aussi de la Gen 4, de la prochaine génération de voitures. Et Théo Pourchaire en combinaison Citroën, aura, franchement, plus 1000 aura. C'était, franchement, voilà, j'adore la marque Citroën, on va dire. Et voir Poupou avec la combinaison Citroën, en plus, enfin, avec les livrets bleu, blanc, rouge, etc. Bah, ça claque, je trouve. On verra si à l'avenir, peut-être pour la saison 2026-2027, peut-être qu'il rejoindra la Formule 1 à plein temps. En attendant, évidemment, on le retrouvera en WEC, en hypercar avec Peugeot. Mais en tout cas, c'est cool de voir que Stellantis compte vraiment sur lui et le place dans tous ses petits projets, quoi. Il y avait aussi un autre Français engagé en Formule E, enfin pour la séance des rookies avec Alessandro Giusti, qui avait été un petit peu discret lors de sa première apparition, c'était avec Lola Yamaha Apt, et là, il a été avec Jaguar, et même s'il n'a fait que le sixième temps, ça restait quand même à 4 dixièmes de justement Théo Pourchaire par exemple. Donc c'était pas mal, vraiment une bonne expérience, pas d'erreur évidemment, pas de tête à queue comme on a pu le voir de la part de Gabi Pouling, si je ne dis pas de bêtises, qui était là pour Nissan. Voilà, donc séance d'essai libre vraiment positive pour nos deux pilotes français. Bien évidemment, Alessandro Giusti, voilà, la Formule E, c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, il y a un projet F1, et ça va passer par une saison 2026 capitale. Voilà, on aura l'occasion d'en parler quand on fera toutes les previews de la F3, etc. Alessandro Giusti, il joue très gros sur sa saison 2026. Voilà, face à deux coéquipiers très 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 cotés. Voilà, à l'international, ça n'hésite pas à dire que même si Alessandro Giusti est un excellent pilote, ça dit que il est moins bon, enfin en tout cas il le cote moins que Taponan et Colnaghi. Je peux comprendre et il va falloir répondre sur la piste parce que comme souvent j'ai envie de dire les pilotes français sont assez sous-cotés à l'international et donc là voilà Alessandro Giusti doit répondre sur la piste à ses détracteurs j'ai envie de dire. Enzo Peugeot, des nouvelles d'Enzo Peugeot, l'ancien vainqueur du Grand Prix de Pau, vice-champion de F4 France, qui a lancé un appel à des sponsors sur LinkedIn pour rejoindre la Michelin Le Mans Cup. Donc a priori voilà, comme je l'avais dit sur Twitter, fin de carrière monoplace. Non, je l'avais dit sur Twitter ou sur Feeder Series, je me rappelle plus. Bref, fin de carrière en monoplace pour Enzo Peugeot, on le savait déjà, mais voilà, il veut se focaliser sur un top team en Michelin Le Mans Cup dans la catégorie LMP3. Il recherche 75 000 euros. Si vous avez 75 000 euros sur vous, n'hésitez pas à en faire don à Enzo Peugeot. Euh, Louis Iglesias qui quitte aussi la monoplace. Ça, par contre, c'est un petit peu tôt parce qu'il n'avait fait qu'une saison de F4 France. Louis Iglesias, filleul sportif de Charles Leclerc notamment.
J'aurais aimé le voir une deuxième année en monoplace. Gros prodige en karting. Voilà, sixième de F4 France. Et ouais, il y avait des trucs très bien, il y avait des trucs un peu moins bien sur sa première année, mais on voyait que ça prenait une courbe ascendante et je pense qu'en deuxième année, il aurait été vraiment redoutable. Malheureusement, il ne restera pas en monoplace. Malheureusement ou heureusement, parce qu'il fait le choix de quitter la monoplace pour aller en LMP3, pour rejoindre la CLX Academy, donc une équipe d'endurance qui est aussi en European Le Mans Series, qui est aussi en LMP2. Donc il rejoint une académie de jeunes pilotes qui a fait ses preuves déjà avec un ancien pilote de F4 France, Adrien Cloménil. Donc peut-être un bon choix sur le long terme pour lui. On a aussi eu Andrea Dupé, notre pilote français, dont on suit les courses en Formule Régionale Moyen-Orient, qui a été officiellement confirmé en Formule Régionale Européenne chez Van Amersfoort Racing, comme prévu. Je viens de trouver 2,20€ si quelqu'un a 74 997,80€ pour compléter. Je pense, si on s'y met tous, ça peut le faire peut-être. Et puis aussi, on attend aussi une annonce officielle pour le programme de Dorian Pain, le programme de course, puisque certes elle est pilote de développement Mercedes, mais on l'attend aussi en endurance en catégorie LMP2. Normalement, elle devrait être alignée par Duquesne et RS Grand Prix, les deux équipes françaises qui s'associent en European Le Mans Series en LMP2. Et normalement, ça devrait être pour la voiture de Dorian Pain, Richard Verschoor et Giorgio Roda. D'ailleurs, il y a Massa et Magnussen au Mans FC ce week-end. Comment ça? Donc voilà, RS qui continue son extension dans le monde de l'endurance et ça fait plaisir à voir puisqu'ils sont très bons, très rapides en endurance et les succès qu'ils ont en monoplace, ils arrivent à les copier en endurance également. Assez parlé de l'actualité, il donne le coup d'envoi. What? Ah, c'est inattendu, d'accord. On a fini pour l'actualité de la semaine, on va passer sur le débrief de ce week-end, week-end qui était bien chargé puisqu'on avait la Formule régionale Moyen-Orient, on avait l'UAE 4, on avait la Formule régionale Océanie. On va commencer par la Formule régionale Moyen-Orient avec notamment un leader qui n'a pas qui n'est pas monté une seule fois sur le podium durant tout le week-end, c'est Rachid Al-Daïri. Rachid Al-Daïri un petit peu dans le dur, qui a vu sa marge sur ses concurrents nettement se réduire, et qui fait que celui que tout le monde voyait champion à mi-saison, ça veut dire il y a une semaine, après le deuxième des 4 meetings, et bien tout à coup c'est plus aussi clair, puisqu'il n'y a plus que 24 points d'avance sur Kin Nakamura Berta qui a fait un double podium, et 30 points d'avance sur un exceptionnel Alexander Apkazava. Qui l'avait prédit? Alexander Apkazava qui est troisième de ce championnat. Non, franchement, bravo à lui avec une P2 et une P1, et c'est même pas sur des courses à grille inversée pour lui. Donc félicitations à lui. On a ensuite un petit peu plus loin Maximilian Popov et Alex Ninovic qui sont encore mathématiquement éligibles pour le titre, mais on va pas se le cacher, ça va être compliqué avec 3 courses restantes sur le circuit de Losail. D'ailleurs, le circuit de enfin, le week-end du circuit de Losail, le week-end de la finale de Formule Régionale Moyen-Orient, ce sera en même temps que les essais de pré-saison de F3, ce sera en semaine du mercredi 11 au vendredi 13. Donc voilà, ce sera pas exactement un week-end. Je sais pas trop exactement comment on va suivre ça parce que je serai en vacances pendant une partie, mais on trouvera une solution, ne vous en faites pas. On a ensuite sixième Taito Kato qui ne sera forcément pas là à Losail parce que il priorise évidemment les essais de pré-saison de F3. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat, je vois que vous êtes pas mal à être arrivés après l'actualité de la semaine pour le débriefing du week-end. Donc Taito Kato qui est sixième, qui a donné sa première victoire à ART dans cette nouvelle ère de la Formule régionale. On a ensuite Alex Powell qui n'a marqué aucun point malgré le fait qu'il ait décroché une pole position. Yann Przezirovski, Salimana qui a décroché une première victoire lors de la course à grille inversée. Christian Ho est dixième, mais il s'est déjà tourné sur sa saison de Formule 3 avec Rodin, si je ne dis pas de bêtises. On a ensuite Kavira Nourak, Sébastien Weldon, Yuki Sano, Miguel Costa, Emanuele Olivieri, le pilote rookie qui faisait son premier week-end dans la Formule régionale, a directement
fait un podium. On a ensuite Zenruichi, Artem Severuskin, Francisco Macedo, Jules Roussel, notre premier français qui a fait une très belle 7ème place sur la course 3, Maxime Rem, Andrea Kostic, Reza Siouroutoun, Andrea Dupé qui a fait une très belle course 2, terminé après une pénalité malheureusement à la 10ème place, donc des points pour nos deux français. On a ensuite Dian Cauda, Gérard Chier, et vous voyez d'ailleurs le petit gars coupé là, c'est en 26ème place, c'est Ressé Carrasquedo. Est-ce que Ressé Carrasquedo sera encore là en F3 Est-ce que du coup il sera à Losail pour faire la finale? Ou est-ce qu'il sera en F3 chez Van Amersfoort? Ou est-ce que Deligny prend sa place? Ou est-ce que Deligny prend la place de quelqu'un d'autre? Bref, voilà. Toujours une énigme que cette situation chez Van Amersfoort Racing. Enfin, une bonne prod avec l'Asian Le Mans Series. Alors, oui, c'était mieux les caméras, mais oui, c'était mieux les caméras. Maintenant, le commentateur le commentateur de la Formule Régionale Moyen-Orient et de l'UAE4 ce week-end, qu'est-ce que c'était mauvais! Qu'est-ce que c'était mauvais! Il confondait tous les pilotes, il y avait aucune passion, il y avait aucune émotion, il y avait, oh là là, c'était déprimant. Ouais, c'était déprimant. Non, mais surtout que en plus, enfin, on passe littéralement d'un extrême à un autre, puisque les deux premiers meetings, c'est Jake Sanson. Jake Sanson, c'est un gars complètement fou dans sa tête quand il commence, mais c'est génial. Enfin, c'est un plaisir de regarder ça et d'écouter ça. Qui vit le truc, mais qui vit le truc à un niveau pas possible, qui va passer à 100 décibels au niveau de sa voix s'il y a une bataille pour la 27e position. Et là, tu passes à ça. Non, je sais pas qui commentait. J'ai pas reconnu sa voix, mais je pense pas que je le connaissais de toute façon. Waouh, c'était pas fou. C'était pas fou et c'est dommage puisque sur la piste c'était encore c'était un bon week-end. Alors c'était un bon week-end en UAE4. C'était un plutôt bon week-end en Formule Régionale Moyen-Orient, parce qu'on a vu des dépassements, on a vu des petites batailles, et de temps en temps, ça restait très limité quand même, hein, mais bah c'était mieux que les purges qu'on s'est tapé à Yas Marina, globalement. Euh, voilà, après, comme je vous l'ai dit, voilà, le championnat qui est un petit peu relancé avant la finale, on rappelle qu'il reste 75 points à décerner, donc voilà, le championnat peut encore beaucoup bouger. Moi, ce qui me choque, voilà, Abkazava, le gars, troisième saison de Formule Régionale, qui a été 9ème puis 12ème d'Eurocup 3, qui gagne, quoi, qui gagne, qui fait des podiums, qui performe en qualif, qui performe en course, qui fait pas trop d'erreurs. Alors, le deuxième meeting, c'était un peu moins bon, mais là, il est revenu aux avant-postes. Bah, c'est intéressant, c'est inattendu pour le pilote kazakh. Il y a Kin Nakamura Berta aussi qui a fait un très bon week-end après deux meetings où je l'attendais un peu plus haut. Là, c'est un meeting un peu plus dans ses standards. Et du coup, on conjugue ça au week-end moyen d'Aldairi qui s'est manqué en qualif et ça donne trois pilotes pour le titre. Petit mot sur Rachid Aldairi qui a quand même fait deux top 5, mais peut-être ouais qu'on s'est peut-être un peu enflammé sur la progression d'Aldairi. Je rappelle que moi je continue je l'avais pronostiqué champion, mais on rappelle Rachid Aldairi, c'est un pilote formé à Yas Marina. C'est un pilote Yas Heat, donc pas de l'école de pilotage qui est basée à Yas Marina, et donc Yas Marina il le connaît par cœur, il connaît chaque millimètre cube carré, enfin ouais, enfin même peut-être en hauteur cube. Euh, et là, du coup, bah, on a vu une grosse différence entre ses performances à Yas Marina et ses performances à Dubaï. Et surtout, en plus, on a vu ses coéquipiers bah, vraiment faire jeu égal, voire même parfois le battre à Dubaï, alors que Altairi est beaucoup plus expérimenté. Même si c'est des nouvelles voitures, il est plus expérimenté dans cette catégorie Formule régionale. Donc, eh ben, on va voir ce que ça va donner la finale à Losail, mais le championnat, il n'est pas joué, même s'il y a quand même 24 points d'avance, c'est presque une course entière, c'est pas joué. Évidemment, obligé de parler du coéquipier de Rachid Aldairi qui a fait ses débuts en Formule régionale ce week-end. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu de la part d'Emanuele Olivieri, champion de F4 Emirati en titre. Bah, il a été très bon. Il a été très bon. P7 en course 1, sorti malheureusement au départ de la course 2, et ensuite P3 de la course 3, donc premier podium. Il a presque marqué autant de points qu'Aldairi sur le week-end, il en a marqué beaucoup plus que Yuki Sano. Bah, c'est vraiment solide. C'est pas un pilote très
très médiatique. On parle peu de lui, ou alors à part quelques passionnés vraiment sur Twitter, mais on parle peu de lui. Et c'est bien dommage parce que vraiment il y a un vrai potentiel. Pour le moment, il n'est signé par aucune académie. Il va falloir que des académies se bougent. Je pense au hasard par exemple à Ferrari, mais Ferrari qui ne signe que des pilotes italiens qui amènent je ne sais combien de millions d'euros. Donc voilà, je sais pas, Ferrari pourrait recruter des pilotes italiens, mais voilà, pour l'instant ils ne le font pas et Emanuele Olivieri, on verra où il arrive. On espère qu'il gardera le logo Audi, mais de manière différente. Ça serait bien pour lui. Hein, ça serait bien pour lui. On rappelle qu'il est soutenu par un concessionnaire Audi local, italien, j'imagine. Mais voilà, pas par la marque Audi. Un petit mot aussi sur nos amis d'Art Grand Prix. Taito Kato qui finit bien. Alors ça a été un week-end un petit peu bizarre quand même, parce que la première qualif il fait la pole et ensuite il prend la victoire en course 1. Mais sur l'autre qualif il est 12e je crois. Et il arrive à remonter sur la 5e place. Mais bon, c'était deux journées très très différentes. Ce qui est positif, c'est que ça montre que Art Grand Prix va dans la bonne direction avec cette victoire. Et je pense évidemment à notre invité du mois dernier, de janvier dernier, Alexandre Munoz, qui devrait rouler chez ART en Formule régionale européenne. Ça montre qu'ART va dans la bonne direction. C'est positif. Et voilà. Du côté des coéquipiers, ça a été un peu compliqué. Hein. Kabir Anurag qui est rentré dans le rang ce week-end après 2 meetings qui étaient plutôt pas mal. Matteo Giacardi, le pilote monégasque issu de la F4 France, pour l'instant c'est vraiment compliqué. Voilà, j'espère qu'il pourra un petit peu progresser sur le week-end prochain ou au fil de la saison, puisque pour le moment je l'attendais un petit peu plus haut et je pense que lui aussi pour être honnête. Du côté de nos pilotes français, enfin week-end positif après 2 week-ends dans le dur, parce que malheureusement nos 2 Français sont coéquipiers et ils se sont fait vraiment dominer par leur autre coéquipier, le Russe Artem Severyukin. Et là, enfin, on a eu un week-end plein, qualif et course. Vraiment avec des belles qualifications, c'est ce qui manquait notamment à Jules Roussel, qui a fait 2 fois dans le top 15 et même une 11e place pour l'autre qualif, enfin pour la deuxième qualif. Il reste des choses à corriger, hein, c'est pas parfait, et je pense qu'il y avait moyen de peut-être décrocher plus de points, peut-être même un top 5 pour Jules Roussel, je sais pas, sur la troisième course. Il y a aussi eu des courses où il a un petit peu disparu dans le peloton, où il s'est pas trop distingué, mais la course 3 elle est vraiment top. Et donc voilà, P7 et 6 précieux points pour le pilote G4 Racing. Et Andrea Dupé, aussi, là aussi du mieux, largement devant Severyukin aussi. Et voilà, 2 excellentes courses. Malheureusement, peut-être trop de liberté avec les limites de la piste qui ont fait que, après être passé sur la ligne d'arrivée en 7ème position, il a été rétrogradé à la 10ème position. Il sauve quand même un point pour 18 millièmes de seconde. C'est un premier point qui en appelle d'autres, j'ai envie de dire. On rappelle que il a été annoncé officiellement chez Van Amersfoort en Formule régionale européenne pour le reste de la saison. Donc un week-end très positif, en fait du moment qu'ils sont devant leurs coéquipiers, c'est un week-end positif et en plus ils marquent des points, donc moi ça me satisfait on va dire. Les tops, les flops, alors dans les flops hein, j'aurais pu mettre le commentateur, hein, mais on l'a déjà évoqué du coup, parmi les tops, bah toujours Maximilian Popov, Alexis Novic, ils font pas parler d'eux, mais c'est régulier, c'est vraiment pas mal. Ninovic aurait pu être encore plus beau s'il ne s'était pas fait sortir par Dion Gauda. Alex Powell, bah, je suis obligé de le mettre en top, même si on l'a pas beaucoup vu. Mais voilà, Poleman, mais problème mécanique sur la grille de départ, donc voilà, son week-end aurait pu être très différent. Yann Prezirovski qui sort, qui fait un week-end pas mal. Francisco Macedo, le pilote portugais, bah, plutôt bon week-end, hein. Il bat ses coéquipiers chez Van Amersfoort. C'était pas tout mal, il y a eu plusieurs points. Salimana, après 2 week-ends cataclysmiques, il a enfin émergé, grâce à la grille inversée, certes, mais quand même. Pour profiter de la grille inversée, il faut quand même être assez haut dans le classement. Donc il en a quand même profité pour aller décrocher une victoire en course 2. Dans les flops, Sébastien Weldon, je m'attends à beaucoup beaucoup mieux d'un gars qui a rivalisé avec Kin Nakamura Berta sur sa saison de F4. Ouais, un peu compliqué pour l'instant cette adaptation pour le fils du regretté Dan Weldon. Dion Gauda qui est redoublant, qui est leader de l'équipe Van Amersfoort Racing, qui est
loin, très loin du compte, avec un seul point marqué. Je parle même pas de Giovanni Maschio, qu'on est à sa 27e saison en Formule régionale qui n'est pas là, et Carrasquedo, bon, on a déjà évoqué le cas, tout en ne sachant pas quel est son avenir. La partie qu'on attend côté français. La partie qu'on attend côté français, c'est bien évidemment l'UAE 4, la F4 Emirati, qui... Voilà, alors c'est le banger, oui, évidemment. On se régale devant les courses du AE4, notamment devant une certaine course 2. Pa. Malheureusement, alors vous voyez ce classement avec Alexander Bondarev qui a 24 points d'avance, qui commence à creuser un petit écart. D'ailleurs, le même écart que Aldairi en Formule régionale, il a 24 points d'avance sur Andy Consani qui est devenu le premier pilote du championnat à faire un triple podium, enfin le premier pilote de la saison à faire un triple podium, malgré la grille inversée. Oui, triple podium, mais il n'y avait pas de victoire. Et surtout, celui qui a explosé ce week-end, c'est son coéquipier. C'est aussi un jeune pilote Mercedes. Et c'est son 3e week-end en monoplace, c'est Kenzo Craigie, le pilote britannique. On va essayer de faire de l'appropriation culturelle et qu'on se l'approprie, d'origine guadeloupéenne. Donc, en fin de compte, est-ce qu'il n'est pas un petit peu français en fin de compte, Kenzo Craigie? Kenzo Craigie qui a fait une victoire et qui a fait une double pole position, et surtout double pole position avec 5 dixièmes d'avance sur la concurrence. Waouh! Enfin, vraiment, vraiment très 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 impressionnant Kenzo Craigie après 2 premiers week-ends solides, mais où il était distancé par Consani, ce qui était logique. Et là, clairement, il a enclenché plusieurs vitesses supérieures. Après Kenzo Craigie, qui reste quand même à 31 points de Consani, on a ensuite David Cosma Christopher, Nicolo Macagnani, Christian Costoya, qui est le champion d'Europe de karting, qui a remporté sa première victoire lors de la course à grille inversée, Scott Lindblom, Alpaxoy, Emily Coty, Adam Alazari, Badr Al-Soulaiti, Campbell Pilling, qui a été annoncé en GB3 aujourd'hui, Jared Clark, Jacopo Martinez, grand talent du karting, Kixley Zeng, Theo Palmer, Casper Shortman, Peyton Westcott, la pilote féminine aussi, Elia Weiss et Alba Orup Larsen, qui sont les 20 pilotes à avoir marqué des points. Évidemment, voilà, le pilote qui a marqué de son empreinte ce week-end, c'est Kenzo Craigie. Pourtant, ce n'est pas celui qui a marqué le plus de points, et c'est puisque c'est Alexander Bondarev. Et même si on a l'impression qu'il a battu Andy Consani, etc., il n'a marqué qu'un point de plus sur le week-end entier. Mais en termes d'impression, il a frappé très très fort ce week-end. Double pole position. Quand je dis double pole position, c'est voilà, avec 5 dixièmes d'avance, que ce soit sur Bondarev, que ce soit sur Consani. En course, ça a été plus compliqué. Course 1, on voit qu'il en manque en course. On voit qu'il en manque encore un petit peu en course, mais en course 1, il a réussi à garder son avantage au départ, et Bondarev n'a jamais pu vraiment l'attaquer très très sérieusement. En course 3, par contre, il perd son avantage, et il fait deuxième à l'arrivée, mais il met une belle pression à Bondarev, et il ne se fait pas lâcher. Par contre, l'ombre au tableau, c'est lors de la course 2, grille inversée, il part 12e, et ouais, ça a été un petit peu compliqué pour remonter, voilà, un petit peu englué dans le peloton, mais c'est vraiment pour chipoter. Sinon, un très très grand week-end de la part de Kenzo Craigie. Un Britannique encore, vous me direz. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, maintenant ça reste à confirmer sur d'autres circuits, puisque Yas Marina, c'était pas du tout le même niveau de performance, même si c'était déjà très bon. Mais encore une fois, Kenzo Craigie, il faut saluer. Vraiment, vraiment c'est bataille, c'est propre, c'est vraiment très propre, et c'est beau. C'est vraiment beau à voir, et voilà, il me surprend positivement. Mais je le dis à chaque week-end, donc je vais éviter de me répéter, mais voilà. Je n'avais pas du tout cette opinion de lui en karting, et là il me fait mentir encore une fois. Évidemment, pour Andy Consani, il y a du positif. Il y a du positif, forcément. On est très satisfait d'un triple podium. C'est le seul pilote à faire ça cette saison. Maintenant, il a été battu en qualif, je ne vais pas me répéter. Mais par contre, sa course 2, où il part 10e, il termine 2e, et je suis complètement d'accord avec Natoun 28, sans le red flag, puisqu'il y a eu un drapeau rouge, mais il y a aussi eu une période de safety car extrêmement longue, il y a aussi eu des problèmes de chrono, de minutes restantes à l'affichage. Je pense qu'il aurait bouffé Christian Costoya. Enfin voilà, il avait un rythme sensationnel, et il nous a sorti de ses dépassements, hein, mais à tous les virages. Enfin, c'était
un festival. C'était un festival. Et ouais, ouais, vraiment du grand art. Et je pense, voilà, j'ai pas eu le temps encore de me poser sur le générique Twitch, mais il y a des choses à actualiser. Il y a des dépassements d'Andy Consani à mettre un petit peu partout parce que vraiment sur cette course 2, ah là 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 là, qu'est-ce qui fait plaisir à voir! Qu'est-ce qui fait plaisir à voir! En course, sur les autres courses, bah, il était qualifié troisième, et donc du coup il a fini troisième, voilà. Mais c'était un petit peu compliqué. Sinon, ouais, sinon voilà, pour moi c'est un bon week-end, surtout avec cette course de folle. Mais va falloir très vite contrôler Kenzo Craigie, on va dire. Euh, I haven't heard anything about Hugo at Red Bull. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit il y a pas longtemps, enfin, non, non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. I don't know anything about this. I haven't heard anything. Voilà pour Andy Consani. Évidemment, il y a un pilote médiatisé qui est un petit peu dans le dur. C'est le jeune pilote McLaren Christian Costoya qui a décroché sa première victoire. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'enflammer? Pour moi, non. Je reste vraiment sur ma faim de la part de Costoya. C'est très bien pour lui qu'il ait une victoire, mais comme on l'a dit, bah, je pense que Consani l'aurait mangé très rapidement s'il avait eu quelques minutes de plus, s'il n'y avait pas eu les interruptions. Et surtout, bah, il est vraiment en qualif et en course, il est un cran, voire même deux, trois crans en dessous de certains autres pilotes, même certains de ses coéquipiers. Il est en dessous de pilotes comme Alpaksoy ou même enfin, Nicolo Macagnani en qualif, même si Macagnani en course c'est un désastre. euh, Bah, en qualif, il en manque. Donc ça lui permet souvent de se qualifier autour de la 8e, 12e position, donc du coup d'avoir une position préférentielle pour la course 2 à grille inversée. Mais voilà. Pour l'instant, j'ai besoin d'en voir plus et voilà, je suis pas spécialement. J'ai du mal à m'enflammer pour le moment. Euh, on attend juste que quelqu'un mette Bondaref dehors à Losail pour qu'Andy lui mette un 25-0. Ça serait. C'est pas bien de souhaiter ça. C'est pas bien de souhaiter ça. Je m'apprêtais pas du tout à dire ça serait bien que ça arrive. Mais voilà, il reste encore. Malheureusement, en fait, à la fois Aldairi, à la fois Bondaref, en fait, ils ont 24 points d'avance et théoriquement, ça veut dire qu'ils ont le titre entre leurs mains. Ils peuvent se satisfaire de deuxième place. Donc Bondaref, il peut faire P2, P2, P2 à toutes les courses sur les trois courses de Losail, même si Consani fait triple victoire. Alors si Consani fait triple victoire, je pète un câble, hein. Mais voilà, même si Consani fait triple victoire, Bondaref peut se satisfaire d'une triple P2. Donc voilà, ça va être compliqué à aller chercher. Après oui, pour le moment, Bondaref mérite le titre. Je suis d'accord, c'est quand même lui le patron sur les. Bah, oui et non. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le plus régulier en première place. Voilà, il n'y a, y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il reste un meeting. Et on sait qu'à Losail, beaucoup de choses peuvent changer. C'est un circuit très différent d'Abu Dhabi et de Dubaï, avec beaucoup plus de gestion pneumatique. Donc à voir. Mais ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre, hein. Peut-être que Bondaré va faire voilà, une triple victoire. Et bon, bah, faudra se satisfaire des miettes. Voilà. Et après, voilà, si hors grille inversée, il a fait que premier ou deuxième, bah ouais, c'est d'une solidité folle. Non mais évidemment, là on parle juste d'un côté extrêmement chauvin, à la fois pro Consani, à la fois pro Air-Race. Mais oui, oui, Bondaref mérite le titre. Maintenant, le championnat, ça se joue sur 4 week-ends. Il reste encore un week-end. On va voir. On va voir. Parmi les tops, Cosma Christopher qui est régulier, qui a vraiment passé un cap hein, par rapport à l'an passé. Martinez, très bon pilote de kart qui lance enfin sa carrière en monoplace. Peyton Westcott, elle avait déjà gagné à Dubaï en monoplace. C'était à l'occasion de la Formula Trophy, le mini championnat de fin d'année aux Émirats Arabes Unis. Et bah là, elle a été dans les points, elle a été plutôt, plutôt intéressante. Et la meilleure féminine du week-end, puisque malheureusement on n'a pas trop vu Emily Coty ce week-end. Du mieux pour Théo Palmer et Jared Clark. Nicolo Macagnani en qualif, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Il est souvent quatrième, cinquième.
et au vu de son expérience en week-end de course, c'est très bien. Mais en course, enfin, waouh! Et il va, il va provoquer un gros accident à un moment s'il continue comme ça, hein. Enfin, ses défenses sont. Enfin, je comprends pas comment il n'a pas eu de pénalité avant. Bon, du coup, parfois il se fait sortir comme en course 2, et il abandonne. Mais Makagnani, ça commence à faire beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs le dépassement le plus important dans la course 2 d'Andy Consani, c'est quand il a été capable de dépasser Makagnani très rapidement, alors que Bondaref et Craigie ont mis beaucoup plus de temps. Ça a peut-être été le moment décisif de la course pour Consani, il a fait un très beau dépassement. Mais ouais, Makagnani en course, on souffle, hein, on souffle. Euh, Oui, alors Consani a moins d'expérience dans la Tatus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis surtout, il n'a pas roulé pendant tout l'hiver, hein. On rappelle Andy Consani, au contraire de Bondaref, au contraire aussi de Kenzo Craigie, mais Kenzo Craigie, même s'il a roulé pendant l'hiver, c'est sa première saison en monoplace et ses premiers week-ends. Parmi les flops aussi, un peu le syndrome Yas Adam Alazari, comme Rachid Al Daeri, qui a été très très bon à Abu Dhabi, et à Dubaï, quand on n'est plus sur ces terres, quand on n'est plus là où on a été formé, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc voilà, à voir ce que ça donnera aussi du côté de Losail. Et on a déjà, nous sommes le 4 février, on a déjà un championnat qui s'est terminé avec la formule régionale Océanie qui a sacré, je vais pas dire envers et contre tout, mais ça s'est joué à pas grand chose au final. Hugo Chukwu est sacré champion de formule régionale Océanie. Freddy Slater, le grand favori, termine seulement, hein, ça va, hein, il termine seulement deuxième à 16 petits points d'Hugo Chukwu. On a ensuite Louis Sharp, Jin Nakamura, Ryan Wood, pilote du Supercars qui a quand même fait une très très belle campagne, hein, face à tous ces pilotes de F3. Kanatoli est 6ème, Zach Scoulard 7ème, qui a remporté le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, qui a remporté l'épreuve la plus prestigieuse du championnat. On a ensuite James Wharton, Johan Pukwi, Yevan David, Ernesto Rivera. Et franchement, je l'imaginais en outsider pour le titre, ça a été compliqué cet hiver. Nolan Alaer, Fian McLaughlin, Jack Taylor, Cooper Shipman, Calero Van Pera qui a déclaré forfait sur tout le week-end car il était malade, a priori intoxication alimentaire. Sébastien Manson, Ricardo Battista, Trevor Latourette et Liam Seitz qui a participé au dernier meeting et qui a quand même pris un podium. Hugo Chukwu a sauvé le titre. Il a très bien commencé, son week-end a très très bien commencé, il a fait P2, P1, il était devant et vraiment tout aurait pu aller de travers lors de cette qualification du Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Qualification au système particulier, très inspiré de la Formule 1, avec Q1, Q2, Q3, c'est vraiment pareil qu'en F1. Et en Q1, il a fait un très bon temps qui lui a permis de s'élancer deuxième de la course 1. Sauf que sa séance de Q1 s'est terminée avec une suspension cassée. Donc forcément, on s'est directement dit que c'était un crash et que, encore une fois, après ses erreurs à Taupo, après ses erreurs à Teretonga, Ugo Chukwu avait encore fait une erreur. Et en fait, a priori, non, il n'avait pas fait d'erreur. C'était une défaillance de sa suspension. C'est assez dingue parce que c'est vraiment la deuxième fois que dans un championnat hivernal, Hugo Chukwu fait une performance de fou furieux et joue devant, et on a l'impression qu'il a un crash qui est complètement de sa faute, et en fait c'est une défaillance de suspension. Genre ça lui était arrivé du coup en Formule régionale Moyen-Orient l'an passé, alors qu'il jouait face à Evan Gilter et Freddy Slater. Et bah, là ça lui est arrivé à nouveau, voilà, une défaillance de suspension, le truc voilà, pas attendu. Ces mécaniciens ont essayé de réparer la voiture à temps, mais ils l'ont relancée. Mais voilà, a priori, il y avait des choses qui manquaient sur la voiture et la voiture a été considérée illégale. Donc sa voiture a été disqualifiée pour la Q2 et pour la Q3. Donc il partait 14e du Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Donc ça aurait pu se compliquer. Ça aurait pu vraiment se compliquer pour le titre. Heureusement, il avait fait le principal avec sa victoire. Et il avait une bonne avance pour le titre. Et Freddy Slater n'a pas maximisé les résultats aussi. Au final, voilà, il est champion. Il a fait le taf qu'il fallait. Merci beaucoup, Tib30200 pour le follow. Merci beaucoup à toi. Donc, un petit peu
un petit peu compliqué. Il fait quand même 4 victoires. C'est le pilote qui a le plus gagné du championnat. Mais il y a encore une fois, il a pas rassuré. Il y a encore ces petites erreurs. Euh, Pas tant ce week-end, du coup, voilà, la défaillance de suspension en qualif, a priori, il y peut rien. La disqualification, il y peut rien. Ces mécanos ont tenté l'impossible. Euh, mais voilà, les erreurs qu'il a fait sur le deuxième et le troisième meeting me font dire que bah on n'est toujours pas rassuré concernant Ugo Chukwu. C'est un pilote très rapide, mais on l'a vu en F3, on l'a vu tant de fois l'an passé en F3, il y a tant d'erreurs, il y a tant d'erreurs. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été grave puisque Slater a lui aussi fait des erreurs de son côté. Mais voilà, il y a des erreurs, et il n'a pas rassuré, on va dire, à ce niveau-là. Donc maintenant, il est champion. Il a battu Freddy Slater, donc c'est un avantage moral important, un avantage mental important, puisqu'on sait que Ugo Chukwu et Slater sont les favoris pour la saison de Formule 3, avec peut-être Théophile Nael également. Mais Théophile Nael n'a pas roulé cet hiver. Voilà, il a aussi gagné quelques points de super licence qui font qu'il pourrait se suffire d'un top 4 en Formule 3 pour que Ugo Chukwu gratte sa super licence FIA et pour qu'il atteigne voilà, les 40 points requis. Pour Freddy Slater, voilà, pour moi c'est vraiment une opportunité manquée parce qu'il y avait vraiment la place ce week-end pour aller jouer le titre. Comme l'hiver dernier, il manque un titre hivernal. Au Moyen-Orient, il avait été battu par Evan Gilter. Cette fois, en Nouvelle-Zélande, il est battu par Ugo Chukwu. Sa victoire en course 1, elle est très bien. Elle est très bien, mais le truc, c'est que sur les 3 autres courses, il n'y a aucun podium. Donc voilà, il a été beaucoup moins dominant que attendu en Nouvelle-Zélande. C'était des circuits peut-être trop différents, peut-être qu'il a eu un peu de mal avec les réglages, ou je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas retrouvé le Freddy Slater de la FRECA. Ce Freddy Slater qui était tant à l'aise en qualif, en course, etc., qui répondait présent constamment, qui était toujours au rendez-vous, bah on l'a pas retrouvé. Après, voilà, on peut pas faire de généralité là-dessus et on peut pas dire ah après Macao, après son crash à Macao, peut-être qu'il a perdu en confiance. Non, non, vraiment pas, je ne pense pas. Et je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure très rapidement dès Melbourne en Formule 3, où voilà, il reste le favori numéro 1. On rappelle, jeune pilote Audi, maintenant, voilà. C'est pour ça que Freddy Slater, je ne le mets pas dans la même catégorie que certains champions du style Antonelli, du style. Ces pilotes-là. Pour moi, Slater, il y a encore des failles. Il y a encore des failles, malgré son palmarès exceptionnel. Il y a encore des failles. Ça reste un pilote très jeune, ça reste un pilote qui a besoin de développement. Mais voilà, pas c'est pas encore le bijou générationnel, le diamant déjà poli, déjà taillé. Non, il reste des choses à perfectionner. Et c'est normal pour un pilote de 17 ans, vous me direz. FP1 en 2026 pour Slater, en soi, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On a déjà vu des équipes, notamment Williams, faire confiance à Luke Browning alors qu'il sortait de sa saison de F3. C'est pas impossible. Il a sa super licence en plus, hein, Freddy Slater. À voir. À voir. Je pense que Audi n'a pas d'autres pilotes, hein, de toute façon. Pour le moment, en tout cas. Ils n'ont pas annoncé d'autres pilotes de réserve ou d'essai. Donc pourquoi pas. Peut-être que ça entrera en ligne de compte. Voilà, parmi les autres pilotes, évidemment, en dehors de cette bataille au titre, on a Zach Scoulard qui a remporté le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Ce gars est tout simplement un mystère. Vice-champion en titre, nulle part en Eurocup 3 ensuite, et là il fait 7ème du général, ce qui est à la fois bien, à la fois bof, vu qu'il avait été vice-champion avant. Mais il s'impose au Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Il a pris le meilleur sur Jin Nakamura au départ qui avait fait la pole. Euh, c'est une saison trop bizarre. Enfin voilà, c'est Zach Scoulard quoi. Il a 3 victoires, il y a 3 top 4, enfin, il y a aucun autre top 4, aucun autre podium, 0 pole, 7ème du championnat, mais vainqueur de la plus belle épreuve. Bon, voilà. Dans le même temps, dans le même temps, il a été annoncé en Le Mans Cup avec R-Ace et je crois qu'il roule aussi en Asian Le Mans Series dès ce week-end avec R-Ace aussi, je crois. Voilà, la question est-ce qu'il y aura de la monoplace à côté ou est-ce que c'était sa dernière apparition? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il roulera en LMP3 avec R-Ace.
Les tops, les flops, bon les tops, alors Jin Nakamura, je ne l'attendais pas spécialement, mais il a été très 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 bon sur cette excellente campagne hivernale où il fait quatrième à 2 points du podium général. Voilà, Liam Seeds aussi qui n'a pas fait le championnat est revenu pour le dernier week-end. Forcément, il espérait remporter le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Il en a été assez loin, mais bon, j'ai du mal, au vu de la concurrence, j'ai du mal à lui tomber dessus. Les flops, bah, les pilotes Red Bull, hein, Ernesto Rivera, Fionn McLaughlin, pas là quoi, pas là. Enfin, je les attendais tellement plus haut que ouais, je suis un peu déçu. Fait chier que Nakamura soit chez Hightech en 2026. Oui et non. Hightech, l'année dernière par exemple, ils ont performé avec Stenson qui a fait cinquième du championnat. Maintenant, ils ont performé qu'avec une seule voiture. Donc est-ce que ouais, je je pense qu'il y a quand même moyen de se montrer, mais peut-être qu'il va être un peu limité. C'est vrai que je m'attends pas à le voir jouer aux avant-postes. Et encore une fois, Jin Nakamura, on rappelle, peut-être qu'Hightech en fait était excellentissime en Nouvelle-Zélande, mais l'an dernier, Jin Nakamura était coéquipier chez Race en Freca de Deligny et d'Akshay Bora. Deligny fait troisième, Bora fait cinquième, lui il fait 11e si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai besoin de le voir sur la saison de F3 pour m'emballer plus. Peut-être qu'il a trouvé un déclic, peut-être qu'il a trouvé quelque chose, peut-être qu'il a plus s'adapter à cet environnement-là. Peut-être qu'il a eu plus de mal dans l'environnement R-Race. Je ne sais pas. Pour l'instant, ce sont que des théories. En tout cas, il a fait une excellente campagne hivernale. Voilà, Rivera McLaughlin très très loin du compte, va falloir se réveiller pour la saison de F3, mais en tout cas, s'il voulait gagner en confiance avant la saison de F3, eh ben c'est loupé. Kalle Rovanperä encore malade, alors c'est pas son vertige potentiel paroxystique bénin qui lui avait fait manquer les essais d'après-saison de Super Formula, c'est une intoxication alimentaire, donc au final on n'est pas spécialement... Enfin, on a encore plein de questions sur son niveau. Sous la pluie, c'est vraiment pas mal. Sur le sec, bah il reste des choses à voir, puisque pour le moment c'était vraiment assez léger sur le sec. T'as pas la vision comme Bilinski, révélation F3 2026 Nakamura. Et ben si c'est ton pari, PJ04 je te fais confiance, t'avais vu bon pour Bilinski, donc voilà, Jin Nakamura, peut-être le pilote à suivre selon notre expert. Et puis sinon, bah, un flop un petit peu d'avoir fini sur ce championnat. C'était le meeting le moins intéressant du championnat. Il y a quasiment eu aucun dépassement, hein, malgré le push to pass. C'était un peu nul comme week-end. J'ai pas arrêté de vous vendre. euh, j'ai pas arrêté de vous vendre la Formule Régionale Océanie en mode c'est exceptionnel comme championnat. Et puis en fait, bah, ce week-end, on ne pouvait pas doubler. Donc c'est dommage surtout d'avoir mis le Grand Prix de Nouvelle-Zélande sur ce circuit. Bah au final, t'étais devant au premier virage, t'avais fait le plus dur. Un peu dommage de finir là-dessus après 3 excellents meetings où on s'est pas ennuyé une seule seconde. Ce week-end, il y a presque rien. Il y a quand même quelque chose. Il y a la Formula Winter Series qui revient, ce championnat de F4 indépendant qui se déroule dans la péninsule ibérique à Portimao pour le deuxième week-end de la saison. Dries Van Lange, donc le pilote belge de McLaren, est en tête du championnat. On rappelle, ça va être un week-end très particulier à Estoril avec beaucoup de pluie. On a ensuite, bon, le classement au championnat n'a aucun sens de toute façon. Il n'y a pas un seul pilote qui a été 3 fois dans le top 10. Voilà, ça vous dit un petit peu la folie qui était ce week-end. Voilà. Et a priori, bah, on est parti pour le même délire à Portimao. Il y a de la pluie prévue tout le week-end. Euh, voilà. Donc ça risque d'être imprévisible, il risque d'y avoir des interruptions de qualif, il risque d'y avoir des résultats peu représentatifs. Bon, est-ce qu'au final, dans tout ça, est-ce que, comme à Estoril, Dries Van Langenonk va encore surnager dans tout ça? Est-ce que Rocco Coronel va être le seul à pouvoir lui donner vraiment une réplique sérieuse? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles surprises? On rappelle que la dernière fois, on avait eu un double podium féminin. C'était lors d'une course très particulière, mais on avait eu un double podium féminin de Chiara Bettig et de Mathilda Patz. Voilà, ça risque d'être un week-end très 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 chaotique à nouveau sur le magnifique circuit de Portimao. Et aussi on aura du karting, la WSK revient ce week-end. Is Enzo to Alpine et done deal or just talks? Just talks.
just talks. It's not a done deal. At least not according to my information, but it's just talks. Advanced talks. It looks like he could join them, but no signing yet. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir Pourtant, je parle bien anglais hein, normalement, hein, mais j'ai l'impression d'avoir un niveau anglais cata quand je parle sur Twitch. Mais le karting, le deuxième meeting de la saison de la WSK, c'est le plus gros promoteur de championnats internationaux après la FIA. Évidemment, côté français, Mani Nuvolini, jeune pilote Mercedes de 12 ans, voudra confirmer après son excellent podium, où il avait été deuxième il y a 10 jours sur le circuit de la Conca, là cette fois-ci du côté de Sarno, près de Naples. Dans la catégorie supérieure, en Oka, on a nos Français qui doivent un petit peu se racheter, ça avait été très compliqué pour Thomas Pradier, Gabriel Canal, Lucas Sell. Premier meeting compliqué, on verra s'il y aura du mieux à Sarno. Et dans la catégorie même supérieure en quelque sorte, dans les cartes à boîte de vitesse, en KZ2 avec départ arrêté, etc. On a quelques 2011 français qui vont être à surveiller, notamment Tom Spiergel, le petit frère de Matteo Spiergel, le champion d'Europe, qui est né en 2008 si je ne dis pas de bêtises, et Aloïs Girardet, vainqueur de la Coupe de France senior l'an dernier. Voilà, des petits noms à suivre. Et vous avez tous les horaires qui seront publiés sur Twitter et sur Blue Sky demain à 18h30 également. Vous voyez donc voilà que de la Formula Winter Series et du karting. C'est un week-end assez calme. Maintenant, voilà, le prochain meeting, c'est de mercredi à vendredi avec la Formule Régionale Moyen-Orient, avec l'UAE4, finale de championnat de mercredi à vendredi, avec en plus les essais de pré-saison de F3. C'est quand les tests de pré-saison de F1 Academy, c'est rarement annoncé à l'avance. Annoncé à l'avance. J'imagine que ça aura lieu à Shanghai, vu qu'on a vu Lisa Billard faire des stories Insta où elle fait du simulateur, etc., où elle se prépare pour Shanghai. Mais je ne pense. C'est rarement annoncé. La F1 Academy, ils aiment bien garder ça privé, les tests, où ils l'annoncent un petit peu au dernier moment ou le jour même. Vu que Palmowski et Ferrara sont absents, je pensais que c'était ce week-end, mais je sais pas. Je sais pas du tout. J'en ai pas spécialement entendu parler. Donc quelque part, ça m'étonnerait un peu que ça soit ce week-end. Souvent, c'est plus en semaine les essais. Maintenant, j'en sais pas plus. Bon, eh bien écoutez, eh bien on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. C'était un plaisir. Il y a vraiment pas mal de choses, et notamment voilà une actualité qui est bouleversée à un moment qu'on n'attendait pas forcément. Maintenant, j'ai très hâte de voir sur le prochain live. Le prochain live, je pense que Enzo Deini aura été annoncé chez Van Amersfoort Racing. À la place de qui? Voilà, Carrasquedo, Yamakoshi, un autre. Qui l'aura remplacé chez Prema? Est-ce que c'est vraiment Marine Angeli? Je sais pas. Voilà. Bah, PJ04, la rediffusion arrive dans la soirée, arrive dans une heure à peu près sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas évidemment à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky, sur Twitch évidemment si c'est pas déjà fait. Écoutez, devrait y avoir bientôt des articles qui devraient sortir de mon côté, notamment un qui reprend l'interview d'Alexandre Munoz. Qu'on avait fait en janvier sur Twitch. Il y aura un article qui sortira là-dessus sur feederseries.net dans les prochains jours. Notamment, il reparlera de son futur programme en FRECA. On est en 2026, honte à moi, en FREC avec Hard Grand Prix. Voilà, d'autres petits articles en vue. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end de course, même si c'est un week-end assez calme. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. On ne s'ennuie pas. On est début février et les formules de promotion sont en pleine ébullition. Très bonne soirée à tous, très bon week-end de course à tous, et on se dit à très bientôt. Bye bye.